Pourquoi certaines personnes brillantes, dotées d'une intelligence aiguë et d'une sensibilité fine, semblent-elles peu sociables, voire carrément distantes? Ce n'est pas qu'elles n'aiment pas les autres. Ce n'est pas non plus qu'elles se croient supérieures. Non, il y a autre chose de plus profond, de plus silencieux, mais aussi de plus douloureux parfois. Carl Jung, grand explorateur de l'âme humaine, a souvent décrit ce paradoxe. L'individu qui, en devenant plus conscient, plus lucide, s'éloigne. Non pas par orgueil, mais par nécessité intérieure. Et si la solitude n'était pas une fuite, mais une maturation? Car plus on voit, plus on ressent, plus on comprend. Plus le monde social, ses règles implicites, ses faux semblants, pèsent. L'intelligence, quand elle est véritable, ne se limite pas à résoudre des équations ou manier des concepts. Elle perce les masques, sent les intentions, devine les jeux d'ego, souvent avant même qu'ils ne s'expriment. Et cela isole, subtilement, lentement, inévitablement. Mais ce retrait n'est pas un rejet de l'humanité. C'est souvent une quête plus pure, celle de relations vraies, de silence fécond, de pensées partagées, sans rôle à jouer. Un besoin vital d'authenticité, dans un monde souvent trop bruyant, trop rapide, trop superficiel. Dans cette vidéo, nous allons explorer 12 raisons profondes pour lesquelles les personnes intelligentes, ou plus précisément, les personnes lucides, conscientes, éveillées, prennent de la distance. Avec Jung en fil conducteur et un regard humain sur ce paradoxe moderne, être connecté à tout et pourtant profondément seul. Il y a quelque chose de dérangeant dans la vraie intelligence. Pas celle qu'on affiche sur les diplômes ou dans les conversations brillantes. Non, l'intelligence dont nous parlons ici est silencieuse, attentive, lucide. Elle observe sans juger, mais voit tout. Et cela met les autres mal à l'aise, souvent sans qu'ils sachent pourquoi. Certaines personnes ressentent instinctivement cette différence. Elles parlent avec quelqu'un d'intelligent et, soudain, elles se sentent mises à nu. Non pas parce qu'on les critique, mais parce que cette personne semble voir au-delà des mots, dans les interstices, dans ce qui n'est pas dit. Cela crée une distance, un malaise. Et bien souvent, on traite cette intelligence comme de l'arrogance. Comme si le simple fait de voir clair équivalait à se croire supérieur. On évite, on s'éloigne, ou on attaque subtilement. Par peur, par inconfort, par défense. De leur côté, les personnes intelligentes sentent ce décalage. Elles perçoivent les jeux de pouvoir déguisés, les mécanismes inconscients, les attentes sociales implicites, et elles s'épuisent à faire semblant de ne pas voir. Alors, petit à petit, elles se retirent, non pas par mépris, mais parce que rester présent exige un effort constant d'ajustement, de retenue, de traduction intérieure. Elles deviennent sélectives, non pas parce qu'elles jugent, mais parce qu'elles protègent leur énergie mentale. Elles ont appris que leur simple présence peut déranger. Elles le respectent et choisissent la discrétion. Carl Jung appelait cela la tension entre l'individuation et l'adaptation. L'intelligence vraie dérange l'ordre établi car elle ne s'y plie pas naturellement. Elle ne veut pas briller, elle veut comprendre. Et c'est souvent là que commence la solitude. Contrairement à ce que l'on croit, beaucoup de personnes intelligentes ne fuient pas les autres. Elles choisissent de s'éloigner. Et ce n'est pas un acte de repli, mais un acte de protection. Carl Jung insistait sur cette nuance. L'isolement peut être destructeur quand il est subi, mais il devient transformateur lorsqu'il est choisi. Il ne s'agit plus d'un enfermement, mais d'un espace sacré, celui où l'âme peut respirer sans avoir à se défendre. Dans un monde où tout est rapide, bruyant, exigeant, rester présent demande une force intérieure immense. Les esprits sensibles et lucides, eux, ressentent tout avec une intensité décuplée. Les non-dits, les regards, les tensions, et cela les épuise. Alors ils s'écartent, non pas pour s'isoler de la vie, mais pour préserver leur intégrité mentale. Ils savent que certaines interactions ne nourrissent pas, elles vident. Certaines conversations n'ouvrent pas, elles referment. Certains cercles ne relient pas, ils enferment. Il y a dans cette solitude volontaire un immense respect de soi. C'est là que l'on retrouve une idée centrale chez Jung. Le soi ne peut émerger que dans le silence de la foule. Ce n'est qu'en sortant du regard des autres que l'on commence à entendre sa propre voix. Et les personnes intelligentes
souvent en quête de sens plus que de statut, comprennent intuitivement cela. Elles ne détestent pas le monde. Elles apprennent simplement à choisir quand, où et avec qui elles veulent vraiment être là. Non par peur, mais par maturité. Quand on possède une intelligence fine, pas seulement logique, mais aussi émotionnelle et intuitive, une chose devient rapidement évidente. La plupart des interactions humaines sont superficielles. Ce n'est pas une critique, c'est une constatation. La vie sociale repose sur des codes, des phrases automatiques, des échanges de surface qui permettent de maintenir une certaine fluidité entre les êtres. Mais pour quelqu'un qui pense, ressent et perçoit en profondeur, cette surface devient étouffante. On parle de la pluie, du travail, des vacances, mais peu de gens osent parler de leur peur, de leur vide, de leurs contradictions, de leur fatigue existentielle. Et pourtant, c'est là que réside la vraie intimité. C'est là que les personnes intelligentes espèrent se retrouver. Elles cherchent le sens derrière les mots, la cohérence derrière les actes, la vérité derrière les apparences. Mais très vite, elles se heurtent à un mur invisible, celui de la peur des autres d'aller trop loin. Alors naît un dilemme douloureux. Dois-je rester à la surface pour être accepté ou plonger seul dans les profondeurs de la vie intérieure? Ce dilemme crée une tension constante. Vouloir se connecter mais ne plus supporter les connexions creuses. Ressentir l'envie d'aimer, mais ne plus avoir l'énergie de faire semblant. Ce n'est pas un rejet du lien. C'est un appel à la qualité du lien. Et dans ce monde d'images, de réseaux et de bruit, les personnes vraiment lucides deviennent rares, parfois solitaires, parfois incomprises, car elles ne savent plus feindre l'intérêt pour ce qui sonne faux. Elles préfèrent 1000 fois le silence à l'illusion d'une connexion. Vivre dans la société demande chaque jour un acte discret mais épuisant. Se traduire. Adapter ses mots pour ne pas déranger. Simplifier ses idées pour être compris. Modérer son intensité émotionnelle pour rester approprié. Se contenir, se filtrer, se réduire, encore et encore. Pour une personne intelligente, sensible, lucide, cela devient vite un fardeau, car plus elle voit, plus elle ressent, plus elle doit cacher, arrondir, alléger, pour ne pas sembler trop intense, trop complexe, trop profond. Alors elle apprend à doser, à jouer le jeu. Mais ce jeu, à la longue, la vide. C'est ce que Carl Jung appelait le conflit entre la persona et le soi. La persona, c'est le masque social, celui qu'on porte pour fonctionner dans le monde, pour être aimé, compris, validé. Le soi, c'est la vérité intérieure, brute, nuancée, souvent dérangeante, mais profondément authentique. Quand l'écart entre ces deux pôles devient trop grand, une fracture interne se crée. Un sentiment de fausseté, de fatigue existentielle, de ne plus habiter pleinement sa propre vie. Alors, beaucoup choisissent de se retirer. Non pas parce qu'ils ne savent pas interagir, mais parce qu'ils ne veulent plus se traduire sans cesse. Ils aspirent à des liens où ils peuvent être et non jouer un rôle. Des relations où l'on ne doit pas diluer sa profondeur pour rassurer. Ils se protègent du monde, non par peur du contact, mais par fatigue de la compromission permanente. Et dans cette fatigue naît parfois une décision intérieure. Mieux vaut être seul que déconnecté de soi. Il y a une désillusion silencieuse que vivent beaucoup de personnes intelligentes, celle de découvrir que beaucoup de relations ne sont pas des connexions authentiques, mais des projections. On croit aimer, mais on projette. On croit être aimé, mais on incarne un rôle, une image, une attente. Et cela, l'esprit lucide finit par le percevoir. Carl Jung l'a expliqué avec force. La projection est un mécanisme fondamental de la psyché humaine. Nous voyons chez l'autre ce que nous refusons de voir en nous. Nous attendons de l'autre ce que nous n'osons pas nous offrir à nous-mêmes. Et l'intelligent, tôt ou tard, comprend que bon nombre de ces relations sont basées sur ces illusions partagées. Il n'est pas rare qu'il se sente réduit à une fonction, le confident, le conseiller, le miroir, le pilier. Mais rarement, l'être entier qu'il est. Cela crée une profonde solitude, celle de ne pas être vu réellement, même quand on est entouré. Et cela mène souvent à une perte progressive du désir de plaire. Pourquoi continuer à jouer le jeu si l'on sait que la connexion est fausse? Pourquoi s'exposer si ce que l'on donne est mal reçu ou déformé? Alors, doucement, le cœur se ferme, pas par froideur, mais par lucidité.
Et avec cette lucidité vient un tri naturel. À qui puis-je vraiment me montrer? Qui voit au-delà de ce qu'il veut que je sois? Ce tri n'est pas de l'élitisme, c'est de la survie psychique. L'intelligent ne cherche plus l'approbation, il cherche la réciprocité. Car à quoi bon être aimé si ce n'est pas pour ce que l'on est vraiment? Être conscient, vraiment conscient, n'est pas confortable. C'est même parfois une malédiction déguisée. Plus on devient lucide, plus on voit ce que d'autres préfèrent ignorer, les incohérences, les faux semblants, les contradictions des comportements humains. Et dans un monde qui valorise la rapidité, la performance et l'image, cette lucidité devient un fardeau. Carl Jung le savait. La conscience élargie crée une dissonance douloureuse entre le monde intérieur et le monde extérieur. On voit clair, mais on ne peut plus faire semblant. On comprend, mais on ne peut plus participer sans questionner. C'est là que commence l'isolement. Car pour se préserver de cette dissonance constante, les personnes intelligentes apprennent à filtrer leurs relations. Non pas parce qu'elles se croient meilleures, mais parce qu'elles ne peuvent plus exposer leur esprit à l'incohérence sans en souffrir. Elles deviennent sélectives avec ce qu'elles lisent, ce qu'elles regardent, avec qui elles parlent, à quoi elles consacrent leur attention. Tout devient une question de cohérence intérieure. Et ce tri crée une solitude particulière, celle de savoir que l'on pourrait s'adapter, mais que l'on ne veut plus trahir ce que l'on voit. C'est le prix de la conscience, voir plus, ressentir plus, donc supporter moins. Jung parlait de cette tension comme d'une étape nécessaire à l'individuation. Quand le masque social devient trop étroit, il faut s'en libérer, même si cela signifie marcher seul un moment. Ce n'est pas la fuite du monde, c'est la fidélité à une vérité intérieure que l'on ne veut plus sacrifier pour rester à la surface. Il y a une solitude étrange, difficile à expliquer. Ce n'est pas l'absence de compagnie, c'est l'impossibilité de partager pleinement ce que l'on perçoit. Quand l'intelligence est accompagnée d'une sensibilité fine, d'une conscience accrue, elle devient comme un radar qui capte tout, les micro-émotions, les contradictions d'un discours, les tensions invisibles dans une pièce, les schémas inconscients à l'œuvre dans une simple conversation. Et cela crée une surcharge. Tandis que la majorité perçoit une scène simple, l'esprit lucide envoie 10 couches. Il analyse, ressent, anticipe, décode, tout cela en temps réel. Et il ne peut pas l'arrêter. C'est ce qu'on appelle l'isolement cognitif. Être entouré de monde, mais seul dans la complexité de sa perception. Il devient difficile d'expliquer ce que l'on vit intérieurement sans paraître étrange, compliqué, trop sérieux. Alors on se tait, on observe, et on garde pour soi ce qui, de toute façon, ne serait pas compris. Carl Jung évoquait ce phénomène lorsqu'il décrivait le processus d'individuation. Plus l'individu avance en conscience, plus il se détache des perceptions collectives. Il ne voit plus comme les autres. Il ne pense plus comme les autres. Et donc, il ne peut plus vivre parmi les autres de la même manière. Ce n'est pas un choix de solitude. C'est un effet secondaire de la clarté intérieure. Et avec le temps, ce type de personne cesse de chercher à être compris. Elle cherche seulement un espace mental tranquille, où elle peut respirer sans avoir à expliquer sans cesse ce qu'elle perçoit. Parfois, la paix vaut plus que la compagnie. L'une des choses que les personnes intelligentes apprennent avec le temps, souvent à travers la douleur, c'est que leur énergie émotionnelle est limitée. Écouter en profondeur, comprendre les autres, porter les silences, gérer les non-dits, anticiper les besoins, tout cela demande une immense disponibilité intérieure. Et cette disponibilité s'épuise. Alors peu à peu, elles développent une stratégie silencieuse, presque instinctive. Gérer leurs liens comme on gère une ressource précieuse. Ce n'est pas du calcul, ce n'est pas du détachement, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée à la survie intérieure. Avec le temps, elles comprennent que chaque interaction a un coût, certaines nourrissent, d'autres vident. Et plus elles avancent, plus elles deviennent attentives à ce que chaque relation leur apporte ou leur enlève. Jung disait que l'être humain en voie d'individuation apprend à ne plus se disperser. Il ne s'agit plus d'être aimé de tous, mais d'être vrai avec quelques-uns. Cette économie émotionnelle n'est pas une fermeture, c'est un recentrage, un retour à l'essentiel. Les relations profondes, les conversations sincères, les présences qui apaisent plutôt que de fatiguer. Et cela implique souvent de dire non. Non au bavardage, non aux attentes sociales,
non aux dynamiques où l'on doit s'expliquer sans cesse. Ce tri n'est pas froid, il est doux, calme, résolu, parce qu'à un certain stade de conscience, l'on comprend que donner son attention est un acte sacré, et que chaque relation est un échange énergétique qui doit respecter la paix intérieure acquise avec tant d'efforts. Une différence essentielle distingue les personnes véritablement intelligentes. Elles ne réagissent pas, elles répondent. Là où beaucoup explosent, elles observent. Là où d'autres fuient, elles ressentent, digèrent, puis agissent. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise émotionnelle, acquise souvent au prix de nombreuses blessures. Mais cette maîtrise est souvent mal comprise. Autour d'elles, on les accuse parfois de distance, d'insensibilité, voire d'arrogance, parce qu'elles ne se laissent pas happer par le drame, qu'elles ne crient pas, qu'elles ne s'effondrent pas publiquement. Mais ce calme apparent cache un monde intérieur intense, complexe, en perpétuel mouvement. Carl Jung évoquait cette différence entre les réactions impulsives de la persona, le masque social, et les réponses profondes de l'âme, forgées par l'expérience, la douleur et la conscience. Les personnes intelligentes, conscientes, ne veulent plus être esclaves de leurs émotions. Elles ne fuient pas la colère ou la tristesse. Elles les accueillent, mais ne les laissent plus gouverner leur comportement. Cela les rend parfois difficiles à lire, mais ce qu'elles cherchent, ce n'est pas à être comprises à tout prix, c'est à préserver la clarté de leur esprit, à ne plus se perdre dans les chaos émotionnels collectifs. Cette posture intérieure crée une autre forme de solitude, celle d'être en paix au milieu du tumulte et de se sentir étranger dans cette paix. Mais c'est une solitude choisie, une solitude mature, où la réaction cède la place à la conscience et où l'on ne confond plus émotion et vérité. Dans ce silence maîtrisé, ces êtres trouvent leur force et parfois ils deviennent ce que Jung appelait un centre tranquille au milieu du tourbillon. Il existe une solitude qui n'est pas vide, une solitude habitée, fertile, silencieusement vivante. C'est celle que choisissent ou que finissent par chérir les personnes profondément intelligentes. Non pas parce qu'elles ont renoncé aux autres, mais parce qu'elles ont découvert que parfois, c'est là, dans cet espace de retrait, que l'âme respire enfin. Carl Jung écrivait que la solitude n'est pas l'absence de l'autre, mais la présence à soi. Et cette présence, lorsqu'elle est acceptée, devient un lieu d'alchimie intérieure. Dans cette solitude, il n'y a plus de rôle à jouer, plus de masque à porter, plus de compromis à faire pour exister. Il y a du silence, des pensées qui s'organisent, des émotions qui prennent leur juste place, et parfois des images intérieures qui surgissent, intuition, rêve, idées. C'est ce que Jung appelait l'imagination active, une forme de dialogue intérieur avec les symboles, les archétypes, les dimensions profondes de l'inconscient. Et ce dialogue, il ne peut émerger que dans la solitude authentique, celle qui ne cherche pas à fuir, mais à rencontrer. Les personnes intelligentes apprennent que la solitude, loin d'être une prison, est une chambre intérieure, un lieu de création, de guérison, de renaissance. Ce n'est pas une absence, c'est une présence plus vaste, qui ne dépend pas du regard d'autrui. Et quand cette solitude est pleinement vécue, elle transforme. Elle ne rend pas insensible, elle rend solide. Elle ne coupe pas du monde. Elle reconnecte à ce qui est essentiel. Ceux qui y entrent volontairement en ressortent plus clairs, plus libres, parfois plus seuls, mais jamais vides. On croit souvent que l'isolement est un signe de fuite, mais parfois, c'est tout le contraire. C'est un retour à soi, un retour au vrai, un retour vers cet espace intérieur que tant de distractions extérieures cherchent à recouvrir. Les personnes intelligentes, celles qui ont traversé crise, rupture, éveil, comprennent que rien ne remplace la connexion avec soi-même et que cette connexion-là change tout. Car quand on est aligné intérieurement, on ne cherche plus compulsivement à plaire, à se fondre, à être validé. On choisit, on écoute, on sent. Et l'on n'a plus besoin de 1000 présences pour ne pas se sentir vide. Carl Jung l'exprimait ainsi. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Regarder à l'intérieur, ce n'est pas s'enfermer, c'est bâtir un centre de gravité personnel à partir duquel on peut ensuite entrer en relation autrement, sans attente démesurée, sans masque, sans compromis de soi.
Les personnes intelligentes, conscientes, apprennent à privilégier la profondeur à la quantité. Elles peuvent passer des jours seules sans en souffrir, parce qu'elles sont habitées. Et elles peuvent être en groupe et se sentir seules parce qu'elles ne trichent plus. Elles ne cherchent pas la foule. Elles cherchent l'écho. Elles ne cherchent pas à être entourées. Elles cherchent à être vues, reconnues, senties dans leur entièreté. Cette connexion intérieure devient leur base, leur ancrage, leur refuge, et c'est ce qui leur permet ensuite d'aimer autrement, plus lentement, mais plus pleinement, plus sobrement, mais plus sincèrement. Il arrive un moment dans la vie où l'on ne peut plus se mentir, où l'on ne peut plus faire semblant d'être ce qu'on attend de nous. Ce moment, souvent discret, mais décisif, marque le début de ce que Carl Jung appelait le processus d'individuation. Individuer, ce n'est pas devenir individualiste, c'est se séparer des conditionnements collectifs pour enfin devenir soi-même, au-delà des masques, des loyautés invisibles, des attentes sociales. Et cette séparation fait peur, car elle isole, elle bouleverse, elle détruit parfois tout ce qu'on croyait être. Mais elle est nécessaire. Les personnes intelligentes, lucides, ne choisissent pas cette voie pour briller. Elles y sont poussées par une force intérieure, un besoin de vérité plus fort que le besoin d'appartenance. Et ce chemin passe inévitablement par des ruptures avec certaines personnes, avec certaines images de soi, avec certaines illusions. Jung disait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient l'obscur. Cela demande du courage, car s'individuer, c'est aussi affronter ses ombres, ses failles, ses douleurs, sans les fuir, sans les projeter. C'est une forme de solitude sacrée. Et dans cette solitude, quelque chose de nouveau naît, une paix, une intégrité, une liberté intérieure qui ne dépend plus de l'extérieur. À ce stade, la séparation n'est plus une blessure. Elle devient une sagesse vivante, une manière de marcher dans le monde sans s'y perdre, d'aimer sans se renier, de vivre en étant entier. Si vous vous êtes reconnu dans tout ce que nous avons exploré jusqu'ici, alors sachez une chose essentielle, vous n'êtes pas seul. Oui, il y a une solitude propre à ceux qui pensent, ressentent et perçoivent le monde en profondeur. Mais cette solitude n'est pas un défaut, ce n'est pas une déviation. C'est le signe que votre conscience évolue, que vous êtes en train de sortir de l'automatisme pour entrer dans une forme plus lucide, plus libre, plus vraie, d'existence. Le retrait social n'est pas toujours un effondrement. Il peut être une renaissance silencieuse, une manière d'écouter enfin sa propre voix, de se reconnecter à l'essentiel, de faire de la place pour des liens plus rares, mais plus vrais. Carl Jung l'avait compris avant beaucoup d'autres. Plus l'on avance vers soi, plus l'on s'éloigne des normes. Mais c'est précisément là que naît la paix. Pas une paix vide ou résignée, une paix pleine, enracinée, habitée, la paix de celui ou celle qui a cessé de jouer un rôle, pour enfin habiter sa vérité. Alors si vous avez ressenti cette fatigue d'exister en surface, si vous avez choisi, parfois sans même l'expliquer, de vous retirer, ce n'est pas une faiblesse, c'est une transition, et elle mérite d'être honorée. Prenez soin de votre énergie, soyez fidèle à votre profondeur. Et souvenez-vous, la solitude de l'âme n'est jamais stérile. Elle prépare quelque chose, elle vous affine, elle vous révèle. Si ce contenu vous a touché, nourri, ou aidé à mettre des mots sur ce que vous vivez, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, on ne cherche pas à divertir, mais à éclairer, à accompagner, à donner du sens à ce que beaucoup vivent en silence. Merci sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et surtout, restez fidèle à ce que vous êtes, même quand cela vous éloigne du bruit du monde.